bienvenue à cette table rouge. C'est l'édition du printemps. Elle s'appelle Semtegren. Donc, bienvenue. On a vraiment hâte de partager ce moment avec vous. Et comme Eri venait de vous le dire, si vous vous sentez à l'aise d'allumer vos caméras, yay! Pour nous, ça fait que c'est plus agréable. Ça rend cette rencontre plus humaine, puis on arrive plus à se connecter avec vous. On vous invite à réagir si il y a des moments qui vous touchent ou des moments que vous trouvez intéressants. Vous pouvez réagir avec des applaudissements, avec des cœurs. Ça nous encourage. Donc, merci à chacun et chacune de vous d'être là. Je prends un temps d'abord pour remercier la team Lovari, Mario qui organise la table rouge et aussi Gab qui va être la scribe, en fait, qui prend des notes pendant toute la table rouge pour que vous puissiez juste être présente et apprécier ce moment que je pense va être vraiment juicy. Donc, voilà, sans plus tarder, j'aimerais bien présenter nos deux invités de ce soir. On a Maude et Andréane qui sont là. Donc, Maude Carmel est une animatrice, rédactrice, actrice, comédienne, chroniqueuse. Ça fait depuis 4 ans en fait qu'elle partage sur les réseaux sociaux les informations pour sensibiliser ses abonnés aux enjeux climatiques. Et vous pouvez la suivre sur les réseaux sociaux sous Bravo Maude. Puis on a Andréane, qui est une militante pour la Terre, une femme sauvage, engagée, libre, et elle œuvre aussi pour la mission de créer un monde plus durable et sécuritaire pour toutes les espèces. Et vous la connaissez peut-être sous le nom de Authentique Andréane. Donc, de tout cœur, un grand merci d'être avec nous ce soir. Merci pour l'invitation. Oui, ben, ça fait super plaisir. Puis, peut-être que, vu que je sens qu'on a beaucoup de sujets qu'on va traiter, je vais rentrer direct dans le vif du sujet. Je sais que toutes les deux, vous avez des styles de vie qui sont quand même assez différents, mais que votre engagement pour la planète, puis pour l'environnement, se rejoint quelque part. Donc, je voulais vous poser une question d'abord à chacune sur qu'est-ce que c'est votre mode de vie et aussi vos valeurs, pour qu'on ait juste une sensation de qui vous êtes. En effet, c'est vrai qu'on est vraiment aux opposés, puis c'est ça que je trouve intéressant, surtout depuis 1 an, je pense que comme à la même date, ou en tout cas à la même période, nos chemins, au début, nos chemins étaient quand même assez similaires, peut-être l'année passée, les deux en appart, tout ça, dans une ville, elle à Québec, moi à Montréal. Puis, depuis, dans le fond, le printemps, été dernier, Andréane, elle pourra parler plus de son mode de vie, mais moi, j'ai déménagé en banlieue avec mon copain. Là, je suis enceinte de 32 semaines. Fait que c'est sûr que là, je suis vraiment dans la routine un peu, qu'on peut qualifier de très traditionnelle. Mais tout ça en essayant de conserver mes bonnes habitudes que j'avais à Montréal, donc le transport actif, l'achat en vrac, que ce soit le jardinage. Donc, j'essaie vraiment de conserver des habitudes qu'on peut qualifier plus de urbaines, mais en banlieue. Puis j'espère aussi conserver ces habitudes-là quand mon enfant naîtra, le seconde main, tout ça, malgré que j'ai une maison unifamiliale dans un quartier avec des nouveaux développements, etc. Donc ça, c'est pour mon mode de vie à moi actuellement. OK, merci. Tu as dit transport actif, je suis curieuse, ça veut dire quoi? Oui, transport actif, transport en commun, dans le sens où j'essaie le plus possible de me déplacer en vélo, à pied, en bus, donc de ne pas être dépendante de l'automobile, malgré le fait que je suis à l'extérieur d'un centre urbain. Donc, stratégiquement, on a vraiment choisi une maison qui allait avoir la possibilité justement de se déplacer autrement qu'en voiture, parce que c'est ça, un des enjeux de la région et de la banlieue, c'est qu'on est dépendant d'une auto, puis souvent une famille est obligée d'en avoir 2. Et moi, nous, c'est ça, on essaie d'en avoir qu'une qu'on partage avec les beaux-parents. Nice. Hey, merci Maud. Tu partages ça avec tes beaux-parents, je savais pas. Oui, mais on l'a vraiment plus souvent parce qu'eux, ils en ont une autre, Fait que ça reste que, ils nous l'ont pas mal donné, là, mais ça reste que quand ils en ont besoin, ils l'ont, puis ça me fait tout le temps plaisir parce que j'aime ça, avoir la possibilité de pas avoir d'auto. Avoir comme aucune option autre que le vélo, la marche, même le ski de fond. Des fois, je me déplace loin en ski de fond, pas en ce moment, mais l'hiver. C'est sûr que là, enceinte de 2 semaines, je prends un peu plus souvent l'auto, mais le vélo, c'est encore très faisable à mon stade. Intéressant. Nous, on s'est rencontrés l'été passé
Puis moi, dans le fond, depuis juin dernier, je vivais dans une van l'été passé en mode van life. Fait que vraiment comme avec à peu près rien dans ma van qui était exclusivement ce que je possédais. Et je partais d'un centre-ville, fait que comme j'avais pas d'auto, je fonctionnais comme une auto à pied, un peu comme Maud, à part avec les transports en commun. Puis là, ben, j'ai transféré vers un véhicule. Puis ben, j'ai vendu ma van en novembre dernier pour finalement être encore nomade, mais version je me dépose pour des laps de temps un peu plus longs. Là, en ce moment, je vis en appartement, en colocation consciente depuis 3 mois, puis je redéménage dans 2 semaines pour m'occuper d'un lieu, des amis qui partent 2 mois, puis qui avaient besoin que des gens s'occupent de leur maison, puis de garder les chats. Fait que c'était vraiment comme j'y vais avec le flow. Honnêtement, j'ai pas tout le temps une bonne idée de où je m'en vais, puis j'aime vraiment ça. Puis j'ai pas de point d'ancrage qui s'en vient, qui va être pour une longue durée. Puis c'est ça mon mode de vie en ce moment. Et j'essaie à travers le fait d'avoir un véhicule, puisque j'ai choisi de vivre en nature, d'être plus en campagne, de continuer à faire des choix. Ben, c'est drôle, nos modes de vie sont vraiment différents. Puis en même temps, je vis des enjeux similaires. Tu sais, le vrac est à 35 minutes de chez nous. Je suis obligée de prendre mon auto, fait que je maximise mes déplacements. Oui, d'optimiser ses déplacements, c'est correct aussi. Puis en fait, tu sais, je veux dire, moi, ma maison, le terrain que j'ai a quand même une empreinte carbone. Tu sais, le fait d'avoir acheté une maison, même si elle est pas neuve et tout, mais tu sais, j'essaie d'avoir le moins d'impact possible avec mes déplacements. Tu sais, toi, tu as peut-être eu plus de déplacements dans la dernière année, mais tu n'avais pas non plus une empreinte carbone d'un logement parce que tu partages des logements, puis je veux dire, tu prends la place de quelqu'un, tu sais, tu optimises les logements des autres aussi. Fait que je trouve que c'est comme l'inverse, mais en même temps, ça se rejoint full. Je trouve ça vraiment le fun. Ouais. Ouais, je pense que ce style de vie, ça te demande aussi d'être présente, puis pas trop te projeter dans le futur quand tu n'as pas vraiment d'espace de... On pourra en parler pendant une demi-heure, si tu veux. Mais... OK. Et ce que je trouvais intéressant aussi, c'est que pendant la COVID, je trouve que tout ce qui est covoiturage, ça a été vachement plus comme utilisé, puis c'est vraiment un beau... J'ai l'impression que c'est l'inverse. Le covoiturage a énormément diminué pendant la pandémie. Il y a beaucoup... Oui, peut-être pendant la pandémie, mais moi, personnellement, j'utilise plus de covoiturage après. Ça fait comme, je sais pas, ça comme conscientiser les gens au voyage, là où j'habite en tout cas. Ah bon? Ouais. Les données actuellement, c'est vraiment beaucoup de covoiturage puis d'autopartage qui sont en faillite, malheureusement, parce que les gens ont peur d'attraper la COVID dans une autre auto. Ouais. Ça arrive. Ouais. En tout cas, toutes les deux, vous utilisez les médias sociaux pour vous connecter à votre communauté, puis et faire la promotion des enjeux de l'environnement. Et comment vous est venu ce besoin, puis ce désir d'être un agent de changement dans le monde, là, de contribuer, d'être plus proactif pour l'environnement? Vas-y, Andréane, je suis curieuse. Pour ma part, pour vrai, ça s'est fait vraiment petit à petit. La communauté grandissait en partageant des trucs ici et là. Et je suis très consciente de mon cadeau de la vie, de mon don de communicatrice, de vulgarisatrice. Fait que ça créait vraiment un intérêt organique, je dirais. Puis moi, de mon côté, ben, ça me permettait justement d'avoir des discussions engagées, d'échanger, d'avoir des nouveaux points de vue aussi. Fait que j'ai laissé ça grossir de façon organique, puis ben pour l'instant, c'est ça qui est là. J'ai une communauté qui est née, que j'entretiens, puis avec laquelle j'interagis et que j'apprécie vraiment beaucoup. Et je ne pense pas nécessairement aller dans d'autres médias tant que ça, mais comme voilà. Pour vrai, c'est vraiment de sentir l'appel, de faire un changement. Puis quand j'ai vu qu'il y avait une plateforme, que ça s'intéressait comme organiquement, puis que j'ai le don qui vient avec, je suis le flow et je réponds à ce qui est là. J'avoue que moi aussi, ça s'est fait très organiquement. Ben, tu sais, j'ai jamais fait comme, OK, je vais me partir un Instagram qui parle d'environnement. Tu sais, j'avais déjà une tribune sur Instagram due aux émissions que j'avais faites. Puis, je trouvais que je partageais rien de pertinent. J'étais comme, tu sais, mettons, à l'époque, il y avait 8000 personnes qui me suivaient. Puis, j'étais comme, les seules affaires que j'offre, c'est genre
des stories saoules de moi à la maisonnée, là, tu sais, comme ça, pas rapport, tu sais. Fait que j'étais genre, je vais juste comme essayer de voir qu'est-ce que je peux vulgariser comme, on parle de là, il y a 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, mais fait que là, il y a 4 ans, tu sais, j'ai commencé à avoir un mode de vie un peu plus éco-responsable par moi-même parce que là, j'ai commencé à habiter toute seule, puis là, c'est vraiment plus organique pour moi d'être zéro déchet, tu sais, ça se faisait tout seul. Puis, ben, en partageant mon mode de vie, puis en faisant des chroniques aussi à Radio-Canada où je parlais d'environnement puis des jeunes, il y avait comme une communauté qui venait justement partager avec moi leurs trucs et astuces. Puis moi, ça m'encourageait, je partageais les miens. Puis c'est juste comme de fil en aiguille, mon Instagram est devenu vraiment comme une plateforme puis une roue tournante de vulgarisation environnementale. Beaucoup aidé par mon chum au début qui travaille en environnement, tu sais, tout ce qui est scientifique, au début, je comprenais pas tout, puis il m'aidait beaucoup, puis maintenant, je comprends tout, j'ai plus besoin d'aide. Mais je tiens souvent à mettre beaucoup de crédit à mon copain Gabriel parce que j'aurais pas compris le fonctionnement des GES sans sa façon de me l'expliquer pour une TDAH. Fait que voilà, donc ça a vraiment été comme de fil en aiguille avec des quiz, puis moi aussi, c'est la passion de communiquer. Puis si j'ai à communiquer quelque chose, pourquoi pas communiquer quelque chose de pertinent et qui va résonner en plusieurs personnes. Oui, c'est ça que j'allais dire. J'entends dans le fond qu'il y a un lien entre ce que tu dis et ce que je dis qui est de comme... Pour moi, en tout cas, avoir une plateforme, c'est avoir une responsabilité. Avoir une communauté, c'est avoir une responsabilité. Puis je choisis de l'utiliser à bon escient. Puis justement, tu parles de tes stories sur la maisonnée. Comme... Pour moi, c'est pas un service pour... Non, ça c'est ça. Je partage quand même de mon quotidien puis des choses qui peuvent être plus banales, mais tout le temps comme dans une optique où j'ai envie d'inspirer, j'ai envie de créer du changement, j'ai envie que ce soit un service. Puis si ça ne l'est pas, ben je vois pas pourquoi j'aurais le privilège d'avoir cette plateforme-là. Bien sûr, oui, puis c'est correct aussi de partager, c'est ça, des banalités du quotidien, comme tu dis, ou des choses un peu plus hors sujet de l'environnement. Je pense que c'est le fun en tant qu'être humain d'être aussi humanisé par notre communauté, puis de ne pas juste partager des informations. Tu sais, des fois, je me demande, est-ce que c'est pertinent que je partage cet événement-là de mon week-end qui a un lien avec mon mode de vie, donc mon mode de vie qui est axé environnement, mais tu sais, je veux dire, pas tant que ça. Je me dis oui, parce que je pense que les gens vont plus être attentifs à ce qu'on dit s'ils ont l'impression de nous connaître et de connaître un petit peu plus ce qu'on fait dans nos temps libres ou dans nos week-ends ou avec nos amis. Donc, il y a cette partie-là aussi là, qu'il ne faut pas négliger. Oui, puis il y a une certaine simplicité puis une authenticité qui touche. Quand on est vrai, ça vient toucher le monde puis ça nous connecte en fait. Puis, justement, quand on parle environnement, genre, est-ce que vous auriez des clés à donner pour comment les gens puissent se connecter à la nature quand ils ont un style de vie genre, soit nomade ou qu'ils habitent dans la banlieue? Puis, ce serait quoi vos astuces pour que les gens se connectent à la nature? Parce que je trouve que c'est... Parfois, on parle de l'environnement, mais j'ai quand même l'impression que c'est peut-être quelque chose qui est en dehors de nous. Donc, j'étais curieuse, vous, comment vous faites pour vous connecter à la nature puis sentir la nature? Toi, Andréane, tu vis dans la nature depuis 1 an. Hein? Oui, moi, c'est ça. J'ai vraiment fait ce choix-là. Comme c'était organique aussi, dans le sens où j'étais au centre-ville, puis c'est comme ça fait plus. Là. Aller sur les plaines d'Abraham, c'est plus suffisant pour moi. Et ça reste quand même une opportunité de connecter à la nature pour toute personne qui vit dans un centre-ville parce que c'est possible. Comment je fais? Comme pour vrai, moi, je vais dehors. C'est vraiment comme... Parce que j'habite en nature et si je n'habitais pas comme dans un rang où il y a justement une forêt en face, ce que je faisais quand j'habitais au centre-ville, c'était d'aller marcher, d'aller vraiment comme dans des lieux où... puis même juste de m'arrêter devant un arbre, devant une plate-bande, devant n'importe quoi qui est vivant. Prendre le temps. Comme, pour moi, ça, c'était la clé. Comme en vivant au centre-ville, comme en vivant en campagne, c'est de prendre le temps d'être ici maintenant, de ressentir l'énergie de la fleur qui pousse, de l'arbre qui est à côté de toi, de la nature, sans nécessairement que ça vienne avec, exemple, le silence et le calme que ça peut emmener d'être dans une forêt où il n'y a rien d'autre, il n'y a pas d'auto autour. C'est sûr que moi, mettons, c'est mon day-to-day, je me lève le matin à 7h30, 7h32, je suis dans la forêt. Là, fait que, ah ouais, hein? Oui, c'est ça, j'ai mon mode d'emploi, comme j'ai plus de difficultés à vous le transmettre qu'à dire à quelqu'un qui vivrait dans le Myland, genre comment faire, là. Mais vraiment de m'arrêter et de connecter à ce qui est là et en bonne taureau que nous sommes, un mot, oui, c'est vrai. tu
tu diras ton opinion là-dessus, mais moi, je vais beaucoup par les sens. Que ce soit le toucher, ce que j'entends, ce que je vois, puis vraiment comme d'arrêter de connecter ici avec l'oiseau qui chante, la fleur qui pousse, la texture de la feuille. Comme moi, ça me connecte à la nature, peu importe je suis où. Oui, ben moi, ce que je dis souvent, c'est l'observation des détails. Donc, ça revient un petit peu à ce que tu dis, mais vraiment, les fois où j'ai la chance de me promener en forêt, que ce soit, dans les boisés de Chambly ou au chalet de mes parents, où j'ai passé beaucoup de temps pendant la pandémie, c'est vraiment de regarder, les petits champignons qui vont pousser sur un tronc d'arbre, de regarder qu'est-ce qui a poussé cette semaine qui n'était pas là la dernière fois. Oh, le printemps, c'est une magnifique saison pour s'adonner à l'observation des détails de la nature, mais aussi des détails des cycles. Donc, tu sais, avant hier, il n'y avait pas de bourgeons dans le lilas, sur mon terrain. Puis là, tout à l'heure, je me suis arrêtée. Puis, mon Dieu, je veux dire, l'épi est là, dans une semaine, je vais peut-être avoir déjà quelques fleurs qui vont avoir éclos. Donc, je pense que l'observation des cycles de la nature, des détails, puis même dans des mois un peu plates comme avril ou novembre, il y a vraiment plein de choses qu'on peut observer. Par exemple, en novembre, juste la glace qui commence à s'étendre entre la terre, le gazon, les feuilles, que vous soyez au Myland, à Montcalm, que vous soyez en Abitibi. La nature est quand même partout la même si elle n'est pas dans la même abondance. Puis de regarder, par exemple, en avril, justement, les premières petites pousses, même si c'est des pousses de pissenlit, quand on s'intéresse aux propriétés des plantes, comme toutes les propriétés que le pissenlit peut nous apporter, bien, on a un regard différent sur des plantes qui peuvent nous sembler banales depuis le début de notre vie. Là, donc, que ce soit de nos jours, le tussilage, c'est ça, le pissenlit, l'éritrone. Donc, je pense que d'en connaître aussi sur les plantes, de pouvoir les nommer les arbres, nommer les fleurs, ça nous rapproche beaucoup plus de la nature. Puis là, on a beaucoup plus envie de protéger la planète Terre, pas qu'on humanise la plante, mais en tout cas, moi, de pouvoir nommer ce qui m'entoure, mais c'est sûr que l'intérêt grandit. Puis j'ai envie de faire plein de choses avec la nature. C'est de la musique, ce que tu dis, Annabelle. On va se promener dans le bois. Oui. Oh, oui. Souvent, moi, c'est ça, quand je prends le temps de m'arrêter, par exemple, quand tu es dans un environnement super urbain, puis il y a une craque, puis dans la craque, il y a un pissenlit qui pousse, puis c'est vraiment improbable qu'il pousse là. C'est ça que je trouve vraiment fascinant, à ce que c'est cette force inconditionnelle de vie, puis de la nature qui nous entoure. Puis, c'est ça, c'est dans ces petits détails-là, justement, qu'on arrive à observer cette beauté. Genre, je trouve vraiment qu'il y a une sorte de résilience dans la nature. Puis c'est ça aussi qui me donne de l'espoir, c'est quand on prend soin de l'environnement, ça ne prend pas beaucoup pour qu'il renaisse. C'est la vie trouve toujours aussi. Ouais. Ouais. Ça m'emmène à aller vers un autre sujet qui est plutôt genre la cuisine et l'alimentation. Est-ce que vous cultivez un jardin présentement? Quel est votre lien avec l'alimentation puis la culture, disons? Ben, c'est sûr que moi, je suis allée en banlieue pour avoir un jardin parce que ça faisait déjà quelques années que je cultivais dans mon stationnement derrière la rue Saint-Denis à Montréal. Puis c'était pas fructueux, c'était comme ça me satisfaisait un peu, mais disons, les 2 tomates que j'ai réussi à avoir, ils ont été volées par comme Matisse de l'autre bord de la rue puis un écureuil, tu sais. Fait que c'est pour ça que je voulais un grand jardin, puis on n'avait pas les moyens d'avoir genre un bas duplex et un immense jardin à Montréal, donc c'est pour ça que la banlieue est venue. Donc oui, en ce moment, c'est notre première année où est-ce qu'on va faire un grand jardin ici. C'est sûr que c'est une année de test, c'est sûr que j'accouche au début de l'été, donc je ne sais pas à quel point on va l'entretenir correctement, mais pour moi, c'est vraiment c'est un terrain de jeu là, de pouvoir jardiner, puis là, c'est la première fois, mettons, que je fais des aubergines cette année. J'avais jamais fait ça, fait que là, je vais voir est-ce que je vais réussir à en avoir, puis des poivrons aussi, j'en ai fait l'année passée, mais à partir d'un plant, pas à partir de semis. Donc, pour moi, c'est vraiment la création là, de pouvoir jardiner. Donc, oui, par rapport à l'alimentation, il y a un lien avec l'alimentation là-dedans, mais on pourra y revenir, mais c'est sûr que de pouvoir se nourrir à partir de ce qu'on fait pousser, écologiquement parlant, ben, c'est sûr que là, tu réduis l'empreinte carbone, puis c'est beaucoup plus savoureux. Puis tu as envie de cuisiner des légumes l'été, c'est fou là, quand tu as une abondance dans ton jardin. Mais je ne sais pas, Andréane, pour toi, comment tu conjugues avec peut-être cette certaine envie-là de jardiner dans un mode de vie nomade, là, c'est sûr que c'est pas la même chose. Mais c'est quand même drôle parce que c'est sûr que l'année passée, en vivant en van, c'est comme j'avais pas des semis sur mon banc passager, c'était impossible. Et j'ai donné mon temps en échange d'un stationnement pour récolter des légumes dans un jardin, dans une ferme locale dans Charlevoix. Ah oui, d'accord. Mais où est-ce qu'on s'est rencontrés l'année dernière, oui?
Fait que j'allais aider Vidal le matin avant qu'il fasse trop chaud, puis j'allais ramasser des salades, puis je ramassais en même temps que mon repas. Fait que ça, c'était, mettons, plus vraiment en mode van life l'année passée. C'était vraiment chouette de pouvoir, comme l'échange, tu sais, il n'y a aucune transaction monétaire. C'est vraiment comme mon temps contre la nourriture que moi, pendant que je suis ici, ben, je donne ce que je suis capable de donner, c'est-à-dire en récolte. Puis il y avait eu des stagiaires, 3 mois avant, qui étaient là pour semer. Puis là, en ce moment, ben c'est ça, dans 2 semaines, je déménage de l'Esprit jusque dans la Naudière. Fait que j'ai osé tout de même. J'ai aucune idée de ce que ça va donner, mais mon anniversaire, c'était dernièrement, puis ce que j'ai reçu comme à ma fête, c'est des semis. Fait que j'ai semé des radis, des fines herbes, puis des fleurs dans des petits crêpes de salade là, récupérées. Puis toutes mes pousses vont super bien, vont mieux que celles de ma coloc qui va rester là, tu sais. Mais pour vrai, les miennes sont full en forme, fait que j'ai vraiment espoir de comme, pouvoir les transporter avec moi puis les remettre dans la terre, mais que j'arrive dans la Naudière. Fait que ça, c'est mon plan de cette année. Puis moi, je viens d'une famille d'agriculteurs où, genre, le jardin est immense à chaque année depuis toujours. Fait que j'ai aussi la possibilité d'aller mettre les mains dans la terre quand je vais chez mes parents et de revenir avec des légumes quand que je passe là. Fait que ça, c'est comme ça à quoi je touche en mode jardinage depuis que je suis nomade, là. Mais sinon, c'est des plantes à l'intérieur. Puis est-ce que quand tu vas planter, par exemple, dans la Naudière, tes fleurs, tes fines herbes, tes radis, tu vas devoir les laisser là, tu vas devoir les abandonner? Moi, j'ai pas l'impression de les abandonner, j'ai l'impression de les offrir à... Oui, je sais! Ils vont être là, je vais ramasser ce que je peux ramasser, mais que je parte fin juillet, ils seront en service pour les gens. OK. Au moins, tu vas être là pendant plus qu'un mois, là, tu sais. Ouais, t'es pas là comme une semaine, genre, tu les mets là, puis là, parce que tout l'effort que ça prend pour avoir des semis, pour ne pas du tout les voir grandir et récolter, moi, ça me ferait beaucoup trop mal. Ça me ferait trop chier. Mais c'est vrai, de donner au suivant, puis de laisser la fin de la récolte ou septembre aux autres, je trouve ça génial. Moi, j'ai comme l'impression que peu importe où je vais semer, je vais récolter quelque part. Ouais, je vais semer là, puis les gens qui ont la maison récolteront peut-être plus ou autant que moi. Puis je suis convaincue que je vais me déplacer, puis je recevrai de l'abondance différemment. J'aime cette façon de voir les choses. Oui, moi aussi, j'ai eu un été où j'étais très nomade, puis j'avais planté des semis. Puis à la fin, en fait, je les avais offerts à une école. Puis je me sentais bien que je savais qu'ils allaient en prendre soin. Non, mais cute. Oui, c'était cute. Parce que je suis comme, qu'est-ce que je vais faire avec mes semis? Puis en fait, parfait. quelqu'un les a adoptés parce que je ne pouvais pas vraiment conduire avec. Là. Mais c'est ça que tu utilises le verbe adopter. Mais c'est tellement des petits bébés, là, c'est des belles créatures. C'est ça, c'est que ça devient genre, ben c'est ça, comme dans ma mission de protéger puis avoir un monde durable pour toutes les espèces. Moi, j'utilise des mots humains pour parler de des plantes. C'est une très bonne idée de faire ça. D'humaniser les plantes, là, c'est une façon justement d'humaniser, pas d'humaniser la planète Terre, mais de lui donner un sens, là, puis de vouloir la protéger. Mais ça revient aussi à cette connexion qu'on cherchait à créer avec la nature et puis comment on peut faire pour que justement notre lien avec la nature soit plus fort. Exact. Qu'on sente que notre engagement est important pour prendre soin des petites créatures et des grandes créatures aussi. Hein. Et j'étais curieuse, juste Andréane, dans ton style de vie nomade, est-ce que tu fais de la récolte sauvage aussi de plantes? Oui, je m'intéresse à ça depuis 2 ans. L'été dernier, dans la forêt à Charlevoix, j'avais justement été accompagnée de quelqu'un qui fait ça depuis 10 ans, puis j'ai appris comme plein de choses. Est-ce que j'ai tout retenu? Non, parce que il y a une panoplie d'informations, puis nos forêts sont tellement abondantes. C'est ça qui m'a surpris, en fait, d'être allé marcher 2 heures, d'avoir fait une salade avec, genre, on est parti, on avait un cocon, puis on est revenu, on avait une salade complète avec des fleurs, puis tout ça. Je m'intéresse à ça vraiment beaucoup, puis j'aspire à vraiment pouvoir approfondir mes connaissances cet été. Les champignons. Mais tu vois, là, le printemps est là, puis ici en Estrie, ça fait déjà un bon moment qu'il est installé. Fait que là, j'attends les pousses de sapin avec impatience, puis j'ai ramassé du stylage la semaine passée. Pour être bien honnête, j'ai aussi googlé qu'est-ce que faire avec, parce que je savais que ça se ramassait, mais j'ai aucune idée quoi faire avec. Fait que c'est des petits apprentissages 1 à 1. Puis ça me fait vraiment triper. Et donc, qu'est-ce qu'on en fait avec? Juste pour que je sache. En ce moment, ils sont en mode séché pour faire de journal, puis ils vont servir à infusion. C'est bon pour des
troubles respiratoires. Ou de l'infuser dans un sirop. Faire un sirop avec. Fait que, tu sais, je le récolte maintenant, puis je vais peut-être l'utiliser juste à l'automne. Et tu peux aussi utiliser les feuilles comme sel. Tu peux faire sécher les feuilles, puis ils sont quand même salés. En tout cas, bref. Mais tu peux faire tellement de choses avec les plantes, tu sais. Les racines de pissenlit. Je vais appeler Maud, c'est ça que je vais. Ben, pour vrai, je m'y connais juste vraiment beaucoup en plantes de printemps, mais après ça, il y a trop de choses, c'est comme je me perds. Mais au printemps, on dirait que la variété est un petit peu plus simple, puis tu les reconnais bien parce qu'elles ne sont pas cachées. C'est ça que j'aime du printemps, c'est que tu vois chaque plante parce qu'elles ne sont pas cachées dans un immense feuillage. C'est ça qui est le fun, de faire bouillir des érythromes. Oui, c'est ça, c'est plus accessible, tu sais, de se promener en forêt, tu t'es moins raffiné les jambes au printemps, il y a moins de bébites aussi. C'est ça que j'aime beaucoup de cette saison-là. Nice. Puis maintenant qu'on parle de plantes et de trucs comme ça, je voulais savoir, ce serait quoi selon vous, une cuisine comme plus consciente, c'est genre une cuisine ou une manière un lifestyle culinaire qui prendrait plus soin de la planète. C'est genre, comment ce serait quoi, quelles seraient comme les habitudes à prendre pour être plus consciente dans notre mode de vie alimentaire? D'emblée, j'ai envie de dire d'être conscient quand on mange, de ralentir quand on mange, puis de prendre conscience de ce qu'on mange. Comme pour moi, ça, c'est comme la première étape. Ne serait-ce que de comme, goûter la saveur d'une tomate que tu as fait pousser versus celle que tu as achetée au marché en hiver, d'avoir la différence, de t'amuser avec les textures, les couleurs, puis d'en faire un moment où ça te procure du plaisir, de la joie de cuisiner, puis tout ça. Fait que peu importe ce que tu te procures, qu'ils soient emballés, pas emballés, qu'ils viennent du Mexique ou du Québec, ou comme peu importe, à la minute à mon sens, que tu te rends à cette étape-là d'être en conscience quand tu te nourris, ça donne envie et c'est plus, selon moi, organique de décider « Hey, mais regarde, attends un peu, là, tu sais, j'ai acheté une patate douce du Mexique, mais qu'est-ce qu'au Québec, on produit que je préfère, que je pourrais aller chercher? » Après ça, tu sais, d'aller le chercher à pied, d'aller le chercher dans un rayon qui est plus petit, d'aller chercher en vrac, il y a comme une multitude que j'ai envie, en fait, Maud, de te laisser peut-être faire plus l'inventaire de ces trucs-là, mais comme, ouais, pour moi, il y a vraiment, la base, c'est vraiment de connecter avec qu'est-ce que je mange, comment je le mange, puis qu'est-ce que je mets dans mon corps, tu sais. Puis après ça, ben, à minute que je me disais, hey, je mets ça dans mon corps, ça me donne envie de manger bio, pas emballé dans du plastique de mon ami, du voisin qui l'a produit, puis de genre Gérard qui a une épicerie en vrac, tu sais. Oui, ben, oui, je pense que c'est de rien prendre pour acquis aussi, de ne pas prendre pour acquis que c'est normal à 100% de manger 4 mangues par jour au mois de février. Tu sais, c'est correct de se gâter avec des aliments importés. Pour ceux qui mangent la viande, tu sais, je veux dire, ça peut être un débat très épineux, tu sais, mais pour ceux qui mangent la viande, tu sais, c'est pas grave d'en manger, mais de ne pas la prendre pour acquis, c'est de ne pas penser que c'est normal de manger de la viande tous les jours puis de la viande industrialisée non plus, tu sais. Donc, je pense qu'il faut partir de ça, tu sais, comprendre d'où vient la nourriture, puis le plus possible manger local, manger à base de plantes le plus possible. Puis ça dépend de notre mode de vie, tu sais. C'est sûr que si tu habites en campagne puis que ton voisin, ben il fait, je veux dire, il fait pousser plein de choses, mais il y a aussi, par exemple, la possibilité de t'offrir un animal en fin de vie, un corps d'animal en fin de vie, tu sais. Manger de la viande de cette façon-là, c'est pas la même chose que de manger du porc haché chez Maxi, tu sais, ou des saucisses hot dog, tu sais, l'empreinte environnementale n'est pas la même, aussi l'empreinte éthique n'est pas la même, c'est sûr. C'est sûr que c'est un privilège de pouvoir s'alimenter bio, de pouvoir s'alimenter local, de pouvoir s'alimenter de façon très créative. C'est pas tout le monde qui a cet espace mental-là pour le faire, mais si vous avez le privilège d'avoir l'espace mental pour changer vos habitudes, je dirais vraiment de vous informer sur les paniers locaux de votre ville, de votre communauté, de votre quartier. Donc, de vous associer avec une ferme de famille, ou d'aller dans les marchés l'été. Ça fait toute la différence, c'est d'acheter directement dans la main du producteur, que ce soit au niveau de l'empreinte carbone, de l'économie, que ce soit au niveau du goût, que ce soit même au niveau du prix, vous ne paierez pas nécessairement plus cher. C'est pas toujours, mettons, certifié biologique, mais les méthodes sont biologiques, c'est juste que bio, c'est juste une certification trop chère pour des petits fermiers de famille, par exemple. T'sais. Donc, de s'informer, de parler avec des gens qui font pousser la nourriture. T'sais. Les gens qui nous nourrissent, on les prend pour acquis beaucoup. C'est des gens qui ont une vie assez
intense, là. Je veux dire, c'est pas facile d'être agriculteur, c'est pas facile, c'est des longues journées, tu sais, Andréane pourra en parler plus, ayant vécu dans une famille, j'imagine que vous ne partiez pas 4 semaines l'été à Cuba, là, mettons, tu sais. C'est beaucoup, beaucoup de temps, donc de les remercier justement, en encourageant les producteurs qui nous entourent, là, puis en payant un prix un peu plus cher, même des fois, si c'est quelque chose que vous pouvez vous permettre de faire. Oui, je vois le lien entre l'importance de la connexion humaine puis la connexion avec la nature quand on se nourrit, puis pour tout, mais quand on se nourrit particulièrement parce que justement, comme tu dis, l'invitation au marché, en général, elle est accessible à peu près à tous les dimanches ou les samedis dans de plus en plus de villes, de villages. Comme ce contact-là donne un sens vraiment différent pour moi à ce que je vais manger. Puis oui, pour avoir... moi, j'ai vécu sur une ferme laitière jusqu'à temps que je déménage pour le cégep. Puis j'ai vu mes parents prendre leur première semaine de vacances à 18 ans. Comme... C'est fou. Wow. Puis tu sais, c'est vraiment pas pour qu'ils fassent pitié ou comme de La réalité. C'est la réalité et c'est aussi des choix de vie, tu sais. Ils font ces choix-là. Puis honnêtement, moi, c'est ce qui faisait que je connectais pas du tout à ça. Je me voyais pas travailler 7 sur 7. Tu sais, une journée d'hiver où tu fais pas nécessairement rien dans les champs, quoi que ce soit, c'est quand même 6 heures de travail minimum. Fait qu'il y a vraiment une dévotion, un dévouement, tu sais, que ces gens-là ont à nourrir le monde. Puis je trouve ça intéressant parce que moi, je relance souvent des discussions avec eux à savoir est-ce que les méthodes actuelles qu'eux utilisent, moi, je bois même pas de produits laitiers, j'en consomme pas. Je suis végétarienne aussi, fait que on a des belles discussions à la maison. Puis ça amène justement à la réflexion. Puis moi, ça me donne une perspective différente aussi sur c'est quoi la réalité, puis à quel point l'enjeu, puis c'est un gros bateau à faire virer, là. C'est un énorme bateau à faire virer, et ça reste que c'est des gens qui ont le cœur là, puis que, tu sais, le prolongement du cœur, c'est les mains, là, ben, eux autres qui ont les mains dans la terre constamment, puis comme moi, j'honore ça, et je remets quand même en question notre système alimentaire, tu sais. Intéressant. C'est vraiment bien dit. Oui, c'est sûr qu'il y a tellement de dilemmes aussi à ce niveau-là, que ce soit au niveau même juste des éleveurs d'animaux de porc, de bœuf et tout, tu sais, de faire le switch, c'est pas facile. C'est pas des gens qui ont l'intention, tu sais, des mauvaises intentions, tu sais, et tout. Mais je pense que comme société, tu sais, il faut, en tant qu'être humain, justement, être une roue de changement à notre façon. Mais c'est aussi important d'être indulgent pour de comprendre d'où chaque famille, chaque personne vient, là, tu sais. C'est clair. Ouais. Puis ce que j'apprécie aussi quand tu vas au marché l'été, c'est que tu peux vraiment avoir un lien direct avec le producteur. Puis quand tu rencontres le producteur qui vit dans ton coin, bah, tu peux créer une connexion, puis en fait aller régulièrement, même en dehors des marchés, acheter avec lui ou échanger des produits. Ce que je trouve beau. Quoi? Oui, l'échange de produits, c'est vrai que oui, c'est ça. Puis, et c'est là aussi qu'on prend conscience. Tu sais, quand moi j'ai planté mes premières graines ou essayé mes premiers semis, j'étais comme, ah ouais, en fait, c'est un art, puis c'est comme quelque chose, c'est vraiment un métier de savoir cultiver sa nourriture. Puis, c'est pas facile. En fait, moi, je trouve pas ça facile du tout, là, de cultiver ça. Donc, j'admire beaucoup les cultivateurs dans leur élan de... Ouais. Ouais, vraiment. Ma prochaine question serait plutôt envers toi, Maude, parce que je sais que tu attends un petit bébé. Et ce serait de voir aussi, tu sais, quand on est sur le point de créer une famille, d'avoir des enfants, comment on fait aussi pour tu sais, appliquer notre niveau de conscience écologique dans une transition, tu sais, vers une famille. Parce que les enfants, c'est des couches jetables ou lavables, c'est plein de jouets, c'est plein d'affaires. Donc, qu'est-ce que c'est ton petit secret, ou qu'est-ce que c'est ton intention, tu sais, pour faire cette transition dans ta vie? Ben, tu sais, je suis pas encore mère. Ben, certains pourraient dire que oui, à partir du moment où tu as un petit plus sur ton test, t'es mère, là, mais je veux dire, j'ai pas encore vécu avec un bébé à l'extérieur de mon corps, là, donc il y a sûrement des personnes qui pourraient répondre mieux que moi à comment on arrive à conjuguer éco-responsabilité et bébé, parce que moi, c'est vraiment je suis encore seulement dans les idées, puis dans la projection, tu sais, je suis pas dans le conscient, puis le présent. Puis
c'est sûr que quand tu as un bébé, il y a beaucoup de choses, je pense qu'il faut que tu lâches prise, il y a beaucoup d'attentes et de déceptions en même temps. J'ai l'impression, tu sais, moi, je me fais une idée de comment je veux être comme mère éco-consciente, mais est-ce que je vais réussir à être à 100% avec les couches lavables? Je ne sais pas, tu sais, est-ce que je vais être à bout, puis mes hormones vont me dire « Hey, donne-toi un break, puis donne-toi un petit 2 semaines de couches jetables parce que là, le lavage s'accumule, tu sais, c'est possible aussi. » Mais c'est sûr qu'on met tout en place, Gabrielle et moi, pour conserver encore une fois nos bonnes habitudes. Donc, c'est sûr qu'on a, on a eu la chance d'acheter une maison avant, donc on sait exactement où on est positionné. J'ai trouvé une garderie qui est à distance à pied, ça c'est une grande chance, selon j'ai fait. J'ai réussi à trouver une garderie à 700 mètres d'ici, donc déjà là, pas besoin d'utiliser la voiture tous les jours parce qu'on travaille les deux de la maison à la base. Donc, c'est sûr que tout est seconde main. J'ai aussi la chance que la sœur à mon copain, elle a eu 2 garçons, puis elle a pas mal fini sa famille, t'sais. Fait que moi, j'attends un garçon et tout, donc tout, garçon, fille, on s'en fout, là, mais j'ai reçu tous les vêtements, j'ai reçu tous ces vêtements de maternité, j'ai rien eu à acheter neuf. Puis c'est aussi de conscientiser sa famille, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent que le défi, c'est que la famille ne donne pas des bébelles inutiles, t'sais. Puis ça, c'est vraiment un grand défi. Puis moi, ça fait super... Ça fait plusieurs mois que je dis à ma mère, que je dis à tout le monde, nos cadeaux, achetez-les sur Marketplace. Puis ça a fonctionné. J'ai eu un premier shower, si on veut, dimanche, qui était pour ma fête aussi. Puis j'ai reçu plein de choses seconde main. Les cadeaux que j'ai reçus, c'est par exemple des bons cadeaux pour de la bouffe une fois que je vais avoir accouché. C'était pas une accumulation de jouets puis de vêtements. Fait que je trouve ça vraiment extraordinaire que les gens aient suivi cette envie-là de seconde main pour le bébé. Puis en même temps, les tantes, les oncles, les cousines qui ont magasiné pour moi sur Marketplace, mettons, ils découvrent que il y a tellement de possibilités de seconde main pour les bébés. Fait que je pense qu'ils vont continuer à magasiner comme ça aussi pour les enfants des autres, pour leurs enfants. Donc, mais c'est un combat. C'est pas toutes les familles qui sont ouvertes à ça, puis je comprends ça à 100%. Mais ouais, c'est juste d'essayer de conserver nos bonnes habitudes, mais aussi de garder en tête que la santé mentale va être prioritaire. Mais on a eu ce privilège-là de pouvoir comme bien organiser notre mode de vie autour de l'arrivée de cet enfant-là, ce qui n'est pas le cas de tous. Puis j'espère juste vraiment que ça va fonctionner parce que juste à la base, avoir un enfant, c'est pour plusieurs personnes un geste comme polluant, mais pour moi, c'est un acte d'optimisme, puis je veux que ça se reflète dans ma façon d'élever cet enfant-là ou les enfants qui suivront. Mm-hmm. Oh, j'aime ça, un acte d'optimisme, c'est vraiment beau, là, c'est comme... Oh, oui, mais c'est parce que, tu sais, si tout le monde est cynique, pas cynique, mais réaliste à la fois, je peux comprendre, au point de décider de ne pas avoir d'enfants pour l'unique raison, tu sais, de la crise climatique, je trouve qu'il y a moins d'espoir pour l'avenir, tu sais, puis pas que les enfants des personnes éco-conscientes vont sauver le monde, mais c'est sûr qu'ils vont être élevés avec des valeurs qui vont avoir plus de résonance une fois qu'ils vont être des citoyens engagés, qui vont participer et même peut-être diriger la société. Alors que si on laisse juste les personnes climato-sceptiques avoir des enfants, c'est sûr que ça va moins bien se passer dans 50 ans. Mais après ça, c'est... Évidemment, je parle juste de ceux qui veulent avoir des enfants, de ceux qui ne veulent pas en avoir, c'est parfait. Mais moi, c'était trop viscéral pour moi d'avoir un ou des enfants. Donc, c'est sûr que c'est dans cette perspective-là que je suis tombée enceinte, là, de me dire que les valeurs que je vais lui inculquer vont peut-être servir un jour, là, sans lui mettre de pression de sauver le monde. Je trouve que tu as vraiment bien dit ça parce que souvent dans les cultures, c'est les enfants qui donnent espoir. C'est pour ça que les cultures continuent puis que la vie continue en fait. Oui. Est-ce qu'Andréane, tu voudrais rajouter quelque chose sur les chapitres des enfants ou des... Je trouve ça vraiment intéressant parce que j'ai la parole alors que je n'ai pas d'enfant. Tu sais, dans ce que moi je connais, ça va être les gens que je connais qui ont des enfants, des jeunes enfants autour de moi. Puis, déjà que je voyais avoir un impact sur ma communauté qui contient un nombre, pour vrai, de mamans incalculable. Là. Genre, je pense que la moitié de ma communauté a des enfants. Fait que je reçois des questions des fois. Genre, qu'est-ce que tu choisirais entre telle couche et telle couche? Puis je suis de même. Comment je te dirais bien ça? Là? Et en même temps, je me sens pas comme imposteur nécessairement dans le sujet parce que je m'intéresse à
tout ce qui touche l'écologie, l'environnement, peu importe quelle sphère de la vie ça touche. Puis, je suis ma tante par intérim d'un petit Léon de 2 ans, 2-3 ans, et je remarque que les habitudes que je prends et où les références que j'ai sont en service aussi à mon entourage. Fait que ça veut pas nécessairement dire que je connais la meilleure marque de couches lavables. Je pourrais pas vous aider, les mamans dans la salle et les papas dans la salle, mais il y a des changements que pour moi, c'est simple d'intégrer puis que je suis capable de donner une échelle qui réalise dans un quotidien de parents, de pouvoir intégrer ça. Fait que, si tu fais pas de vrac, peut-être que c'est un pas pour commencer, puis qu'éventuellement, comme moi, si je peux m'impliquer en trouvant des trucs en friperie quand j'y vais pour mes amis, fine, je le fais. Fait que c'est d'appuyer comme les parents avec ça. Tantôt, tu parlais d'éduquer ton entourage. Fait que comme je me sens comme un vecteur d'éducation en faisant partie de l'entourage. Fait que je peux aussi éduquer les parents. J'aime pas le mot éduquer. Accompagner les parents qui n'ont pas nécessairement, comme Maud, déjà entamé le switch. Puis parce que pour vrai, à un moment donné, quand ça rentre dans ton quotidien, de dire qu'est-ce que je peux faire comme quelque chose qui est plus écologique, des fois, ça prend du temps, ça prend de l'espace mental, ça prend de la créativité, ça prend une multitude de choses. Fait que quand tu es débordé entre la garderie, ta job, puis te remettre en question ton identité au complet, je peux me douter qu'à l'ouvrac, c'est peut-être pas ta priorité. T'sais. C'est ça. C'est ça, quand tu as des enfants, il y a plein de monde qui disent que c'est difficile de commencer un mode de vie éco-responsable, alors que d'autres disent que c'est au moment où ils ont eu des enfants qui ont commencé un mode de vie éco-responsable parce que ça leur a ouvert les yeux. Mais c'est ça, nous, on a cette chance-là que comme on met tout en place déjà, maintenant qu'on a, comme à ce moment-ci de nos vies, on a nos soirées, on a tellement de temps libre en tant que couple, fait que si, justement, on peut préparer d'avance, là, puis y aller au fur et à mesure, puis quand bébé arrivera, on verra ce qu'on est capable de continuer, mais on va vraiment tout faire. Oui, puis je suis convaincue que vous allez être une belle source d'inspiration aussi pour les parents autour de vous. Puis moi, encore là, je vais t'appeler au printemps pour cueillir des trucs en forêt et peut-être pour conseiller les gens qui me demandent quelle marque de couche fait la belle. Oui, c'est ça. Appelle Maud. Oh, je sais même pas si je vais. Mais honnêtement, sur Instagram, c'est fou comme on a une communauté qui est renseignée et tout. Même, je sais pas toi, Andréane, mais moi, c'est fou. Je reçois des conseils de mes abonnés des fois qui me disent utilise tel produit quand tu auras des couches lavables ou juste comme en général, connais-tu telle affaire? C'est fou comme on a des communautés comme qui en connaissent plus que nous sur certains sujets puis qui nous alimentent puis qui nous donnent plein de pistes à suivre. Là. Il me semble que c'est Catherine qui est là à soir, ça justement, qui m'a écrit pour mes pouces cette semaine en me disant genre éventuellement ouvrir mes crêpes de salade parce que là, il y avait de l'humidité qui se créait. Puis par expérience, elle a fait pourrir les siens. J'étais genre. Merci Catherine. Je suis vraiment contente de pouvoir te le dire en personne. J'apprécie vraiment beaucoup comme que ça devienne. C'est ça, c'est une communauté qui c'est pas juste Andréane qui parle. C'est pas juste Maud qui partage des choses. Comme nous aussi, on apprend constamment. Ah oui, vraiment, c'est un échange, c'est super riche. On est vraiment chanceux, je pense qu'on a vraiment des abonnés de qualité, si on veut, ou des gens qui nous ressemblent, qui ont les mêmes valeurs, puis qui ont quelque chose à dire tout autant que nous. Puis, si on peut justement leur donner une voix quand justement ça c'est aligné avec quelque chose qu'on partage, c'est vraiment un privilège pour nous de le faire, là, puis un honneur. Fait que si j'ai déjà dit, ça va sûrement être un peu à cause de Catherine. Génial. Excellent. Moi, j'aimerais bien ajouter aussi, souvent, quand on veut faire des choix qui sont envers l'environnement, il faut que ce soit simple puis qu'on puisse les apprécier. Si ça devient trop casse-tête puis qu'on est quand même qu'on est frustré, peut-être qu'on s'en met moins sur l'assiette, on est moins ambitieuse avec nos objectifs environnementaux. Puis on fait un pas à la fois pour changer notre lifestyle. Parce que c'est ça, en fait, parfois, on n'est pas vraiment patiente envers nous-mêmes. Là, on est comme, OK, demain, je vais être vegan, top shape et zéro déchet. Puis après, c'est comme, Il faut que ce soit fun. Faut honnêtement que ce soit intégré là, à votre quotidien de façon organique, puis sans que ça ait l'air d'être une tâche. Dès que ça a l'air d'être une tâche, c'est sûr que ça va débarquer de votre quotidien assez vite. Il faut que ce soit intégré d'une façon vraiment fluide, vraiment authentique, puis commencez par quelque chose que vous aimez. Si, pour l'instant, selon vous, votre mode de vie n'est pas assez éco-responsable, que vous n'avez pas l'impression que les gestes que vous faites ont une résonance, prenez juste une chose. Si vous, ça vous intéresse les plantes, faites juste commencer par
des semis. Puis là, c'est la seule chose que vous faites cette saison-ci. Puis si la saison d'après, ben, tu sais, vous, magasin friperie, c'est quelque chose que les fois où c'est arrivé, vous avez aimé ça, ben, donnez-vous un défi que pour la saison, mais vous achetez rien de neuf, par exemple. Donc, il faut y aller par étapes, puis il faut vraiment qu'il y ait une partie de plaisir là-dedans, que ce soit un mode de vie et non pas comme une espèce de régime écolo. Ouais, quand tu as dit genre acheter rien de neuf, ça m'amène à ma prochaine question, c'est sur, par exemple, les vêtements neufs, toute l'industrie du vêtement. C'est quand même une industrie qui a un gros impact sur la planète. Puis, je sais que toi, Andréane, tu es comme frivole du second-hand et de l'habit conscient, j'imagine, ou différent. Est-ce que tu voudrais nous éclaircir sur ton point de vue là-dessus? Mon Dieu, ça aussi, je pourrais en parler pendant une demi-heure au moins. Moi, j'ai fait un deck en commercialisation de la mode au cégep, puis il y avait quelque chose qui résonnait pas. Ouais, OK. Dans mes cours d'achat, puis dans mes cours de comme t'apprends que Zara, c'est comme ils font 42 collections par année. Puis j'étais genre, il me semble qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas. Et ça, c'était il y a comme 14 ans. Fait que ça fait longtemps, 12, 14. Puis il y avait quelque chose qui résonnait pas. J'ai laissé ça là. Je suis allée en marketing après. Puis comme moi, j'étais déjà fan j'ai appris à coudre quand j'étais toute petite. Ma grand-mère elle tissait, mon autre grand-mère elle tricotait. Fait que tu sais, comme le concept de le temps que ça prend pour créer un vêtement, puis comme l'amour que la personne met dedans aussi, tu sais, tout ce bout-là. C'était déjà intégré, je savais coudre, j'apprenais à tricoter, je maîtrise toujours pas. Je sais pas, c'est pas une passion chez nous. Puis, ben, de fil en aiguille, oh mon Dieu! Oh mon Dieu! De fil en aiguille, je me suis rendu compte à quel point ma passion d'aller magasiner seconde main est dans le grenier de ma grand-mère, qui était une caverne d'Alibaba. J'ai tout mis ça en lien, puis je me rends compte que pour moi, me positionner face à le domaine de la mode, c'est vraiment de m'engager à ce qu'il soit le plus écologique possible, puis qu'on connecte aussi au savoir qu'il y a derrière, de ce que c'est tisser un vêtement, de ce que c'est fabriquer un vêtement. Puis à la minute que je connecte à l'humain qui le fait, je connecte à l'importance de bien choisir, puis que j'ai pas envie de mettre en péril la vie de d'autres femmes, puis d'être féministe, mais en même temps de supporter des compagnies qui réduisent leur vie à néant. Tu sais. Fait que pour moi, c'est vraiment un sujet, un cheval de bataille, et je trouve que je suis capable là-dedans de aussi voir des métaphores immenses entre, si je prends le tissage, de tisser la toile des gens que je connais, de la communauté serrée pour réussir à avoir comme une trame de fond qui se tient, d'avoir une communauté qui se tient, ben j'ai tellement de métaphores qui viennent avec ça, j'ai tellement d'apprentissages qui viennent avec ça que pour moi, c'est un domaine dans lequel je pourrais parler pendant des heures. Ça fait à peu près 6 ans que j'ai pas acheté quelque chose de neuf. J'ai même pas de fun à m'acheter quelque chose de neuf dans la vie. Genre, zéro plaisir. Puis la notion de plaisir en achetant seconde main fait en sorte que je veux plus retourner là non plus. Alors que j'avais du plaisir à magasiner aussi quand j'étais au cégep, justement en mode. Là. On y allait à toutes les fins de semaine avec mes amis, mais là, il y a vraiment quelque chose qui naît dans comme, la conscience d'acheter quelque chose qui a été réfléchi, qui a été pensé, puis que la personne derrière aussi est honorée dans tout ça. Je ne sais pas si ça répond à la question. Oui, c'est ça. Moi, ce que je retiens, c'est que tu as dit le mot plaisir. Tu sais, puis c'est un truc que souvent, quand on consomme, on oublie. Tu sais, on a comme des habitudes de consommation, puis on oublie, tu sais, c'est quoi le plaisir. Puis c'est vrai que quand tu as un objet qui est bien fait, bien pensé, puis qui a été fait de manière genre plus éco-responsable, ça devient un plaisir. C'est comme c'est encore plus satisfaisant. Puis j'ai tendance à vouloir aller dans le avoir moins, mais plus dans le plaisir, plus dans la qualité, puis plus dans l'engagement aussi avec la personne. Parce que souvent, tu peux acheter un truc de designer, puis rencontrer la personne en direct. Puis... Et la satisfaction de trouver aussi. De légumes, tu sais, c'est sûr que là, idéalement, tu la manges dans la semaine, fait qu'elle est éphémère, mais mettons le vêtement, il y a moyen d'avoir un plaisir durable en consommant de la mode, tu sais. Oui, c'est vraiment de dénicher un morceau que tu adores en friperie. C'est beaucoup plus satisfaisant que de l'avoir
trouver dans la vitrine, j'allais dire du Forever 21, mais je pense que ça n'existe plus, là, tu sais, moi non plus, je suis c'est quoi les boutiques, mais dans la vitrine du Zara, tu sais, t'as pas comme une fierté de l'avoir comme déniché, tu sais. Le seconde main aussi a une notion de plaisir vraiment présente, là. Ouais, puis pour moi, ça fait ressortir aussi l'essence de ce que je suis. De trouver ce morceau-là qui était là pour moi, qui me fait à moi, que la couleur me fait. Puis que ça représente l'énergie que j'ai envie de traduire quand que je le porte. Puis là, j'ai envie de le garder vraiment longtemps parce que je trippe. Puis en même temps, je suis attachée à ce vêtement-là parce qu'il y en a, il y a un temps. Il y en a, tu sais, je peux pas retourner au Dynamite me le racheter si jamais il y a un trou dedans. Fait que je fais attention. Fait que là, ben, je vais en prendre soin différemment, je vais le laver différemment. Puis c'est comme. Ouais. Ouais, puis aussi, je pense que dans l'habillement seconde main, dans la mode seconde main ou dans la mode éco-durable, peu importe, tu sais, il y a vraiment plein de volets très écolos là-dedans, que ce soit dans la façon dont les vêtements sont jetés, par exemple, tu sais, quand tu prends conscience, tu sais, des 18 étages que que tous les Québécois jettent par année en vêtements, ben là, tu dis quand toi, tu veux plus un vêtement, quand tu le portes plus, ben tu le jettes pas à la poubelle, tu sais, tu vas le donner à quelqu'un qui va pouvoir le porter, tu vas le donner comme aux Renaissance, etc. Donc, je pense que de comprendre le cycle d'économie circulaire des vêtements, je pense vraiment que ça fait une grande différence dans son empreinte carbone annuelle. Puis de comprendre que ça n'a juste comme pas rapport de continuer à encourager des entreprises qui fabriquent des vêtements comme à chaque 2 semaines, des nouvelles collections, alors qu'il y a tellement de vêtements encore bons à la décharge. T'sais. On pourrait tous s'habiller avec tous les vêtements qui existent sur la Terre actuellement, qui ne sont pas encore créés pour le reste de nos jours facilement. T'sais. Donc, une fois que tu prends conscience de cette ampleur-là, ça n'a comme plus aucun sens de magasiner neuf, vraiment. Oui, ça me fait penser aussi à l'ampleur, tu sais, quand on voit les montagnes de déchets, tu sais, puis ça, c'est des trucs, tu sais, on sait qu'ils vont jamais disparaître. Ça aussi, ça me fait un miroir, puis je fais comme, ah, OK, est-ce que j'ai vraiment envie d'acheter cette chose-là qui est suremballée, ou est-ce que, tu sais, je vais acheter en vrac ou trouver des alternatives pour justement consommer moins, puis créer moins de déchets, là. Est-ce que par rapport, est-ce que vous avez des tuyaux à donner justement sur comment s'y prendre pour être plus consciente, tu sais, parce que moi je me rends compte que souvent c'est comme on a des habitudes, puis on a vraiment du mal à se séparer de nos habitudes. Est-ce que vous auriez des astuces pour faire comme, hey, how to be sharp in a supermarket, ou comment être, ouais. Ralenti, OK. Ralenti. Prends. Tu sais, des fois, c'est le 5 secondes où tu vas prendre une respiration à l'épicerie qui fait qu'au lieu de prendre machinalement cette salade-là, tu vas prendre l'autre. Puis des fois, c'est le 10 secondes que tu prends à la caisse de faire genre, je n'ai pas besoin. Puis comme, tu sais, moi, je me couche le soir des fois en checkant genre l'application Ça va où, là, savoir comment recycler mes affaires comme du monde, là, ou en lisant genre des articles sur ça, c'est mon genre. T'es pas obligé de faire ça. Mais comme ça va tellement vite, tout va tellement vite, comme le mode de vie de la société nous amène à ça. Puis moi, j'ai mis un gros break là-dessus il y a plusieurs années, puis je sais que c'est pas disponible nécessairement pour tous, puis j'ai pas les mêmes défis, tu sais, j'ai pas d'enfants, j'ai pas une famille, j'ai pas un chum, j'ai pas, j'ai vraiment une liberté immense. Mais si tu peux trouver 5-10 secondes dans ton quotidien où tu peux ralentir, tu sais, je pense à, mettons, justement, on va parler d'un cycle menstruel, là, ça t'arrive 4, 6, 7 jours par mois, puis si tu te permets de le ralentir puis de le vivre, moi, en tout cas, il y a des connexions qui se sont faites. Justement, je vois que mon cycle, ben, je m'y connecte plus et je ralentis. Puis en ralentissant, mais je me rends compte à chaque fois que j'utilise un tampon ou une serviette que c'est comme, c'est pas censé. Tu sais, j'en utilise quoi, 15, 20, 30 dans une semaine. Puis là, la réflexion se fait, ça va peut-être prendre 1 an avant que je fasse un switch, tu sais. Mais ralenti. C'est vraiment ça. Après ça, tu sais, je sais pas, il n'y a pas rien qui monte en ce moment des game changers qui pourraient faire que là, tu sais, je deviens un super-héros en 1 seconde. Là. Oui, c'est ça. Des fois, les gens, tu sais, ça, cherchent comme pas des situations, des relations, des solutions vraiment rapides, tu sais, pour comme être écolo, surtout dans le monde du zéro déchet, qui est un petit peu comme le volet environnemental représentatif
de l'éco-responsabilité, c'est quand les gens pensent à écolo, ils pensent à zéro déchet beaucoup. Puis c'est quelque chose qui est comme plus accessible de changer dans son mode de vie que l'alimentation, mettons, parce que c'est moins émotif. Mettons, d'aller dans un magasin en vrac que d'arrêter la viande, par exemple, pour certaines personnes. Donc, c'est sûr que, en tout cas, moi, dans les questions qu'on me demande le plus souvent, c'est beaucoup lié au zéro déchet. Mais il n'y a pas de trucs miracles ou de trucs magiques. Mais c'est s'informer beaucoup. Au niveau comme de la gestion des matières résiduelles, c'est beaucoup, beaucoup s'informer. Comme Andréane disait, elle allait avant de se coucher, l'application Ça va où, qui est dans le fond une application liée à Recyc Québec, qui nous dit un petit peu dans notre ville, dans notre quartier, quelle matière est acceptée ou pas dans le bac ou dans le compost, etc. Donc, c'est très, très pratique si vous ne la connaissez pas. Mais justement, c'est tellement complexe la gestion des matières résiduelles. Quel plastique se recycle? Un sac de sac, lui, il va pas dans le sac de sac, lui, il s'étire. Oui, mais là, t'es au plateau, ça marche pas, mais si t'es à Hochelag, ça va dans le compost. Fait que s'informer tout d'abord, puis après ça, c'est sûr que le magasin en vrac, c'est super le fun, mais c'est sûr que c'est un arrêt de plus dans sa semaine, c'est un arrêt de plus. Les épiceries sont de plus en plus comme axées là-dessus, puis offrent de plus en plus d'options sans déchets, ben encouragez-les. Ma phrase préférée à vie, qui est tirée du livre de Laure Varidel, c'est « Acheter, c'est voter ». Donc, si vous encouragez le magasin en vrac de votre quartier, bien, il va avoir plus d'options pour, par exemple, des sauces, des affaires qui sont moins disponibles normalement dans un magasin en vrac, par exemple. Si vous encouragez la section vrac de votre épicerie, même chose, mais ils vont peut-être l'élargir. Donc, c'est une multitude de petits gestes au quotidien, mais il n'y a pas de truc magique, quick pour réduire ses déchets au quotidien. Il faut vraiment ralentir, être conscient. Des fois, c'est facile là, de juste jeter dans la poubelle un plastique parce que tu n'es pas sûr puis comme ça ne te tente pas de te casser la tête. Ben, c'est ça. Il faut prendre le temps, il faut ralentir, il faut regarder l'application, il faut regarder le numéro derrière. Puis, se faire un petit système à la maison pour bien recycler, bien composter, même si ça demande un petit moment de plus dans la journée. À un moment donné, ça se fait automatiquement, puis on apprend par cœur les choses. C'est de connecter aussi à sa volonté de faire un changement. Oui. C'est comme tu peux pas les acheter... changements plus gros qu'ils le sont. C'est comme tu peux pas acheter un mode de vie écolo, là. Tu pourras pas l'acheter quand même. Tu peux tout t'acheter. Tu pourrais t'acheter comme, oui, l'auto la plus écologique qui vaut 100 000 $ et donc il faut que je fasse plus d'argent pour m'acheter cette auto-là. Et peut-être que c'est de remettre en question ton mode de transport puis comme ton travail pour voir est-ce que dans le fond, j'ai vraiment besoin de ça, t'sais. Fait que comme ton mode de vie écolo, il faut l'incarner plutôt que de l'acheter. Bien dit, vraiment bien dit. Vraiment bien dit. Merci Andréane et merci Maude. Je pense que sur ce beau mot de la fin, on arrive au moment où on transitionne vers les questions-réponses. Puis merci d'avoir semé vos graines dans la communauté pour que ça porte leurs fruits au printemps, à l'été, à l'automne, who knows. Puis merci à vous toutes d'avoir été présentes à l'écoute. Je pense qu'on a fait un bel overview du potentiel de notre engagement pour l'écologie dans notre quotidien, à travers prendre soin des jardins, comment s'habiller, comment être écolo dans le cadre d'une famille. Donc, un grand merci. Puis, j'utilise ce moment aussi pour vous prévenir qu'il va y avoir un moment pub. Puis, après la pub, il va y avoir la pause artistique. Et après, je vais aussi vous laisser l'espace pour parler de vos projets présents. Et comme ça, vous pouvez les partager avec la communauté. Donc, voici le moment pub. C'est grâce à Madame Lovary qu'on peut vous offrir cet espace. Il faudrait que tu te unmutes, Marie-Aude, parce qu'on n'entend pas le... On reconnaît Olivia sur la vidéo. Sur la toilette. C'est le même jacket en plus. Ouais, c'était calculé. Ouais. Oh yeah. Pendant que je pointe du doigt. Donc, si on est ici ce soir, je fais la voix off pendant que Marie règle le son. Exactement.
Si on est ici ce soir, c'est parce que avec Madame Levary, on a l'engagement d'offrir des espaces où on peut apprendre en communauté. Parce qu'on pense vraiment que c'est avec la bienveillance puis la communauté qu'on peut faire un pas plus loin, puis qu'on peut s'alimenter, s'inspirer entre nous de plein de façons de faire concrètes, autant inspirantes que des trucs concrets, d'aller en friperie, de faire des cloud swaps, tout ça. Donc, on est fiers de pouvoir offrir ça à chaque mois. Et ce qui nous permet d'offrir ça, finalement, c'est nos bobettes. C'est les culottes menstruelles Madame Levary, puis c'est le petit vidéo de 2 minutes qu'on veut présenter pour celles qui sont présentes qui n'ont pas nécessairement connu encore cette innovation créée du cerveau d'Olivia. Merci, Olivia. Désolée pour le petit problème technique. Je lance le tout. Avez-vous déjà souhaité que vos règles soient une expérience plus agréable? Je suis Olivia, cofondatrice et CPO de Madame Levary. Nous avons créé une ligne de culottes menstruelles tellement brillantes et écologiques qu'elles révolutionnent les règles. Notre mission, aider le monde à faire passer les règles à un prochain niveau. D'un fouillis de déchets peu pratiques et vraiment inconfortables à une habitude de vie plus simple et saine. Nos culottes viennent avec 3 serviettes réutilisées qui sont plus faciles à changer que des serviettes jetables et beaucoup moins gênants. Elles font un confort absolu. Vous vous sentirez comme une pêche au soleil. Et leur design est tellement brillant que les fuites sont maintenant une chose du passé. Vous êtes prête pour une journée complète d'aventure, sans jamais avoir besoin de changer votre culotte, ni créer le moindre déchet. Les menstruations sont une partie importante du cycle de la vie. Les déchets inutiles, non. Alors, pourquoi ne pas botter le cul à nos habitudes obsolètes et dire adieu à notre éco-anxiété? Avec une main sur votre chaton et l'autre sur votre téléphone, notre site rend cette révolution accessible en quelques swipes. Et soyez avisés que mettre des tampons dans vos parties intimes peut potentiellement infuser des toxines dans votre système. On ne parle pas d'un luxe ici, mais bien d'évolution. En plus, notre innovation ne brisera pas du tout votre tirelire. Par contre, elle brisera certainement le tabou à ce moment-là du mois. Alors, si vous êtes inspiré à découvrir une nouvelle façon de vivre des cycles confortables et écologiques, visitez madamelevary.com et préparez-vous à réinventer les règles. Est-ce que tout le monde a pogné la unicorn? J'espère que oui. Oui, c'est vraiment funky. Cette pub est trop drôle.